Le silence pesait dans les galeries dorées de l'Élysée brisées seulement par le claquement régulier des chaussures des agents sur le marbre glacé. Au sommet du pouvoir, derrière une fenêtre donnant sur les Champs-Élysées encore plongés dans la lumière blafarde de l'aube, Sébastien Lecornu sirotait son café brûlant dans une fine porcelaine de Sèvres, un présent signé Macron, remis le jour de sa prise de fonction. 3 mois et 15 jours s'étaient écoulés depuis son entrée à Matignon. Il ignorait encore que dans un peu plus de 3 heures, un simple appel briserait le calme apparent, renverserait les certitudes et marquerait un tournant fatal pour lui et pour toute la République. Ce matin-là semblait pourtant calqué sur tous les autres réveils millimétrés à 5h30 briefing matinal avec les dépêches de l'AFP, de Reuters et du Figaro, puis départ en berline blindée. Sauf qu'aujourd'hui ne suivrait aucun script. Ce jour-là, le verdict était déjà écrit. Le Parlement allait voter, mais pas en sa faveur. Lecornu le savait, les chiffres ne mentaient pas et senti ici au terme. 68% des députés comptaient le lâcher sans détour. Tandis qu'il ajustait sa cravate en se dirigeant vers le salon doré pour la réunion du cabinet de 7 heures rituel immuable depuis sa prise de fonction, un bourdonnement discret se fit sentir dans sa veste Hermès. Son Samsung vibrait, affichage, numéro inconnu. En temps normal, les règles de sécurité étaient lentes et claires. On ignore ce genre d'appel. Mais là, allait savoir pourquoi quelque chose au fond de lui, une intuition sourde, presque animale. Le silence pesait dans les galeries dorées de l'Élysée brisées seulement par le claquement régulier des chaussures des agents sur le marbre glacé. Au sommet du pouvoir, derrière une fenêtre donnant sur les Champs-Élysées encore plongés dans la lumière blafarde de l'aube, Sébastien Lecornu sirotait son café brûlant dans une fine porcelaine de Sèvres, un présent signé Macron, remis le jour de sa prise de fonction. 3 mois et 15 jours s'étaient écoulés depuis son entrée à Matignon. Il ignorait encore que dans un peu plus de 3 heures, un simple appel briserait le calme apparent, renverserait les certitudes et marquerait un tournant fatal pour lui et pour toute la République. Ce matin-là semblait pourtant calqué sur tous les autres réveils millimétrés à 5h30 briefing matinal avec les dépêches de l'AFP, de Reuters et du Figaro, puis départ en berline blindée. Sauf qu'aujourd'hui ne suivrait aucun script. Ce jour-là, le verdict était déjà écrit. Le Parlement allait voter, mais pas en sa faveur. Lecornu le savait, les chiffres ne mentaient pas et senti ici au terme. 68% des députés comptaient le lâcher sans détour. Tandis qu'il ajustait sa cravate en se dirigeant vers le salon doré pour la réunion du cabinet de 7 heures rituel immuable depuis sa prise de fonction, un bourdonnement discret se fit sentir dans sa veste Hermès. Son Samsung vibrait, affichage, numéro inconnu. En temps normal, les règles de sécurité étaient lentes et claires. On ignore ce genre d'appel. Mais là, allait savoir pourquoi quelque chose au fond de lui, une intuition sourde, presque animale, lui soufflait que cet appel, il ne fallait surtout pas l'ignorer. Comme si son subconscient l'attendait depuis toujours. « Oui », répondit-il, la voix chargée d'une fatigue contenue, mais déjà sur le qui-vive. De l'autre côté, une voix d'homme familière sans être identifiable. Cinquantaine bien entamée, un léger accent chantant du sud-ouest. « Monsieur le Premier ministre, j'ai entre les mains des éléments susceptibles de bouleverser votre journée et peut-être bien le destin de la République. Il vous reste précisément 3 heures et 13 minutes pour faire le bon choix. » Le cœur de Lecornu accéléra brutalement comme frappé par une alarme invisible. Cet inconnu n'était pas un simple plaisantin, il connaissait l'agenda précis du Premier ministre jusqu'à l'heure exacte du vote. Et ça, ce n'était pas une information publique. Qui êtes-vous? Que cherchez-vous? Et surtout, comment avez-vous obtenu ce numéro personnel? Lança-t-il plus sur la défensive que jamais. Mon identité n'a aucune importance pour l'instant, répondit la voix calme, presque clinique. Ce qui compte vraiment, ce sont les propos tenus hier soir par Marine Le Pen lors d'une réunion confidentielle de son parti à Digne-les-Bains. Elle détient des éléments vous concernant, des choses que vous ignorez vous-même, des vérités que même vos plus loyaux conseillers n'ont jamais vues passer. Une sueur froide glissa le long de la nuque de Lecornu. Ce silence soudain de Marine Le Pen, cette retenue inhabituelle de la part de l'éternelle provocatrice, prenait soudain tout son sens. Elle, qui d'ordinaire dégainait la première à la moindre crise, jouait cette fois la carte du silence absolu.
Et ça, c'était tout sauf anodin. « Allez-y, je vous écoute », lança-t-il avec une voix désormais posée mais tendue comme un arc. « Dites-moi, monsieur le Premier ministre, avez-vous réellement cru que votre entrée à Matignon il y a 3 mois et 15 jours, jour pour jour, relevait d'un hommage à vos talents? Ce n'était pas votre maîtrise des affaires militaires qui vous a valu ce fauteuil, même si nul ne conteste vos compétences. Ce n'était pas non plus cette fidélité sans faille dont vous avez fait preuve envers Emmanuel Macron. La vérité est plus froide, plus chirurgicale. Il vous a choisi parce qu'il savait déjà que la tempête éclaterait précisément à cette période et que vous seriez l'homme idéal à placer en première ligne. » Ces mots s'abattirent sur Lecornu comme un marteau de forgeron. Dans sa mémoire refit surface cette scène au palais présidentiel Macron, assis face à lui, le regard fixe, chargé d'une intensité étrange. À l'époque, il n'avait pas su l'interpréter. Aujourd'hui, cette lueur ressemblait à une ombre de culpabilité. « Expliquez-vous » reprit Lecornu d'une voix tendue, sa main crispée sur le rebord verni de son bureau en acajou. « Comprenez-moi bien, monsieur Lecornu, votre présence à Matignon n'a jamais été un hommage à vos talents. Non, c'était une mise en scène froide pensée à l'avance. Macron vous a propulsé ici en ayant conscience que vous seriez l'écran de fumée, idéal, le fusible, le coupable désigné quand l'orage éclaterait. Vous n'êtes pas le chef du gouvernement. Vous êtes l'offrande sacrifiée sur l'autel de l'Élysée. » Les doigts de Lecornu se crispèrent tremblants malgré lui. Son regard glissa vers l'horloge suisse, fixée au mur encore 3 heures et 8 minutes avant de se présenter devant l'Assemblée. 3 heures à peine avant ce vote de confiance qu'il savait perdu d'avance, chaque sondage, chaque prévision, chaque calcul confirmait son naufrage. « Alors prouvez-le », lâcha-t-il la voix tranchante, tendue comme l'acier. « Dans 5 minutes exactement, consultez votre messagerie professionnelle. Vous y trouverez l'enregistrement intégral d'une conversation tenue dans le bureau présidentiel le 2 septembre à 20 heures précises entre Emmanuel Macron et Alexis Kohler. Écoutez chaque phrase, chaque syllabe comptera. » Puis silence brutal. La communication venait d'être rompue. Lecornu resta figé, son Samsung à la main, fixant l'écran noir où se reflétait son propre visage marqué par l'inquiétude. Son cœur cognait si violemment qu'il résonnait jusque dans ses tempes. Qui se cachait derrière cette voix anonyme? Comment pouvait-elle disposer de données classées au plus haut niveau de l'État? Et surtout, s'agissait-il d'une manipulation ou de la vérité nue? 5 minutes s'écoulèrent pas une de plus. L'alerte résonna sur sa messagerie gouvernementale ultra sécurisée. L'expéditeur, une adresse chiffrée illisible, sortit de nulle part. Geeks6, Proton Mail, Complete, le cœur battant. Lecornu ouvrit la pièce jointe audio. Ses doigts tremblaient si fort qu'il dut s'y reprendre à 2 fois. Puis, dans ses écouteurs, une voix impossible à confondre se fit entendre. Celle d'Emmanuel Macron, reconnaissable entre 1000 posées mais lourde d'arrière-pensée. « Alexis, nous allons tout droit vers une tempête. Dans 3 mois au plus tard, la situation économique va exploser. Les foules redescendront dans les rues et l'opposition lancera l'assaut. Il nous faut quelqu'un de fidèle, mais sacrifiable pour Matignon. Un homme qu'on pourra jeter en pâture si tout s'effondre. Sébastien Lecornu correspond exactement à ce profil. » Ces mots claquaient comme une sentence irrévocable. La voix d'Alexis Kohler s'éleva enfin, marquée d'un doute palpable. « Monsieur le Président, n'est-ce pas d'une cruauté inutile? Lecornu vous a soutenu depuis la première heure. Il n'a jamais vacillé, même quand vos décisions faisaient polémique. » Un soupir bref, puis Macron répliqua, tranchant comme une lame. « Alexis, la politique n'est ni une partie d'échecs mondaine, ni une cour de récréation. C'est une mécanique brutale où l'on doit parfois immoler les plus loyaux pour sauver l'édifice. Lecornu finira par comprendre, et s'il refuse, tant pis pour lui. » Kohler insista mal à l'aise. « Mais enfin, monsieur le Président, n'est-ce pas là manipuler un homme de confiance ?» Macron éclata d'un petit rire sec. « Manipuler, non. Gouverner. Défendre l'État exige des sacrifices. Lecornu, au moins, pourra dire qu'il a occupé Matignon, fût-ce brièvement. Ce privilège dépasse déjà ce que beaucoup de carrières politiques n'offriront jamais. » Lecornu arracha brutalement ses écouteurs, ses doigts,
secoué par une rage froide, une colère qui se confondait avec un sentiment de trahison totale. 3 mois à s'épuiser, 16 à 18 heures par jour, 3 mois à obéir sans broncher, à défendre des choix qu'il désapprouvait parfois, en silence 3 mois à se renier pour servir Macron. Et pourquoi ? Pour découvrir que tout cela n'avait été qu'un théâtre cynique, un scénario sordidement ficelé, une trahison glaciale déguisée en loyauté. Il bondit hors de son fauteuil ministériel, arpentant nerveusement son bureau. Ses chaussures italiennes frappaient le parquet de Versailles comme des coups de marteau. Une houle noire montait en lui, irrésistible. Comment avait-il pu se montrer aussi crédule ? Comment avait-il pu donner sa confiance à Macron jusqu'à s'aveugler lui-même ? Son regard revint vers l'horloge. Moins de 3 heures le séparaient, désormais de l'assemblée des projecteurs des micros de la nation entière suspendue à ses mots. Mais à cet instant, une certitude éclata en lui, absolument rien ne serait plus comme avant. Il n'était plus ce Premier ministre docile, prêt à se retirer avec élégance et à saluer sa défaite comme un bon soldat. Non! Il était désormais l'homme blessé, dupé, sali, décidé à solder des comptes personnels. Soudain, la sonnerie de son téléphone officiel brisa le silence. Sur l'écran, président de la République, Emmanuel Macron. « Sébastien, mon cher ami, déclara la voix présidentielle avec une chaleur feinte. Êtes-vous prêt pour ce matin ? Ce sera rude, je le sais. Mais souvenez-vous, nous sommes liés par le même destin. Si nous tombons ensemble. Si nous survivons, c'est ensemble aussi. » Lecornu inspira longuement, cherchant à contenir l'orage qui grondait dans sa poitrine. « Oui, monsieur le président, je suis prêt plus que vous ne pouvez l'imaginer. Excellent, excellent. Quoi qu'il se produise dans l'hémicycle, considérez que vous avez mon appui sans faille, mon soutien total et inconditionnel. Je serai présent dans la galerie présidentielle pour vous épauler. » Un mince sourire amer se dessina sur les lèvres de Lecornu. « Naturellement, répondit-il d'une voix glaciale. Votre soutien total et inconditionnel. Comme toujours. » Une fois la communication interrompue, Lecornu demeura immobile quelques secondes, puis s'installa à son bureau. L'écran de son ordinateur s'illumina et ses doigts commencèrent à courir sur le clavier. Mais ce qu'il écrivait n'avait rien à voir avec le texte préparé minutieusement la veille avec ses conseillers. Non, il ne s'agissait plus du discours convenu, poli et résigné d'un Premier ministre se retirant avec une dignité de façade. Ce qui prenait forme sous ses yeux était d'un autre ordre, un texte de rupture, une déclaration capable de fissurer les colonnes de marbre de la République, de faire vaciller tout un système. À 8h30 précise, la porte s'ouvrit doucement après 3 petits coups discrets. Pierre Dubois, son directeur de cabinet, entra le dossier à la main. « Monsieur le Premier ministre, dit-il avec une déférence mesurée, souhaitez-vous de l'aide pour relire votre discours ? Les services de communication se tiennent prêts pour d'éventuelles retouches. » Lecornu releva lentement la tête, plantant son regard dans celui de son collaborateur. « Pierre, depuis combien de temps exactement êtes-vous à mon service ? » « Depuis votre nomination, monsieur. 3 mois et 15 jours. » Un silence pesa, et avant cela insista Lecornu d'une voix glaciale. Un léger trouble passa sur le visage de Dubois. « J'étais rattaché au cabinet personnel du président Macron, monsieur. » Il se leva d'un pas décidé et alla se placer devant la vaste baie ouvrant sur les jardins de l'Élysée. « Pierre, dites-moi une chose. Y a-t-il des éléments dont je devrais être informé ? Des consignes privées que le président vous a intimé de garder pour vous ? Des ordres que vous n'oseriez confier à personne d'autre ? » Le visage de Pierre se décolora, ses mains se mirent à trembler imperceptiblement. « Monsieur le Premier ministre, balbutia-t-il, je ne suis pas certain de saisir ce que vous insinuez. »« Ne jouez pas l'ignorant !» répliqua Lecornu d'un ton glacial en le fixant. « Vous savez très bien de quoi je parle. » Il inclina légèrement la tête, la colère glacée flamboyant dans ses prunelles. « Allez prévenir votre vrai patron, le président, que son joli stratagème, soigneusement ficelé, vient d'être compromis. Je ne jouerai pas le rôle du bouc émissaire docile. On ne me mènera pas à l'abattoir en silence. Monsieur le Premier ministre, je vous assure que... » balbutia Pierre cherchant ses mots. « Sortez tout de suite, allez prévenir Emmanuel Macron, que ce matin il va recevoir une surprise dont il se souviendra longtemps, » coupa Lecornu d'une voix sèche. «
Seul à nouveau il se rassit et laissa ses doigts reprendre l'écriture. Ce qu'il tapait n'était pas la version polissée et préparée la veille avec son équipe. C'était une charge, un manifeste. Il savait pertinemment que ces lignes scelleraient la fin de sa carrière politique, qu'il n'y aurait pas de retour possible. Peu lui importait. Après des semaines de manœuvres froides et de mensonges ourdis, il jugeait que le moment était venu tout dire sans phare. À 9h45, soit un quart d'heure seulement avant le vote crucial, le téléphone vibra de nouveau. La même voix surgit de nulle part, reprit le fil. « Monsieur le Premier ministre, j'ose espérer que vous avez écouté attentivement l'enregistrement transmis. »« Oui, » répondit Lecornu la mâchoire serrée. « Je l'ai entendu. Maintenant, cessez de tourner autour du pot et dites-moi enfin qui vous êtes. » Un bref silence, puis la voix se fit plus grave. « Je suis de ceux qui refusent de voir la République réduite à un théâtre d'ombre. Je suis de ceux qui en ont assez de constater que les hommes droits servent de pions à des stratèges sans scrupules. Je suis de ceux qui croient encore qu'une démocratie ne mérite pas d'être dévoyée par des combines aussi minables. Pourquoi vous immiscer dans cette histoire ? » « Qu'avez-vous à y gagner ?» demanda Lecornu méfiant. « Parce que vous appartenez encore à cette minorité qui peut décider de son destin ?» répliqua la voix. « La plupart des hommes politiques sont déjà prisonniers de leur chaîne. Vous, il vous reste un choix, obéir docilement au rôle médiocre que Macron vous a taillé sur mesure. Ou bien briser la mise en scène et livrer la vérité au peuple français. Alors, monsieur le Premier ministre, quelle voie allez-vous emprunter ?» Un court silence pesa avant que la voix ne reprenne plus grave encore. « D'ailleurs, je ne vous ai pas tout dit. Dans 10 minutes exactement, un nouvel email atterrira dans votre boîte sécurisée. Vous y trouverez l'intégralité de la discussion nocturne tenue hier à 23h entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Écoutez-le et vous comprendrez. » Lecornu sentit une vague glaciale lui traverser le ventre, son estomac se resserrant comme sous un étau. Imaginez, monsieur le Premier ministre, un arrangement si précis qu'il garantit que Marine Le Pen ne déposera aucune motion de censure aujourd'hui. En contrepartie, certaines de ses exigences sur l'immigration et la sécurité intérieure seront intégrées mot pour mot. Macron vous expose publiquement comme l'agneau à immoler, mais en coulisses, il verrouille la survie de son gouvernement. Vous êtes le prix à payer la victime expiatoire et le système lui continue de respirer. Puis le silence. La ligne coupa net, Lecornu demeura pétrifié, le souffle court. Macron et Le Pen liés par un pacte clandestin. L'hypothèse dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer, même dans ses scénarios les plus sombres. 10 minutes plus tard, à la seconde près, la boîte de réception de Lecornu clignota. Comme annoncé, un nouvel email venait d'arriver. Le fichier joint était plus court que le précédent, mais chaque seconde enregistrée résonnait comme une gifle. La voix d'Emmanuel Macron. « Lasse mais ferme, s'éleva Marine. Il est impératif que vous coopériez demain. L'équilibre politique du pays en dépend. » Puis celle de Marine Le Pen, glaciale, calculatrice, tranchante comme une lame. « Et pour cette coopération, que mettez-vous exactement sur la table ? » Macron implacable. « En échange, nous ouvrons officiellement le dossier de vos propositions. Immigration frontière, pas de promesses vagues, mais de véritables discussions institutionnelles. Une négociation nue, brutale, sans phare. La République réduite à une transaction confidentielle. » « Et Lecornu, quel rôle joue-t-il dans cette pièce ?» demanda Marine Le Pen d'une voix tranchante. « Il sera offert en pâture comme convenu. Un sacrifice public, théâtral, qui vous permettra d'afficher devant vos électeurs une victoire éclatante. Vous aurez fait tomber le gouvernement Macron. Mais dans les faits, l'appareil restera debout, le système survit et chacun y trouve son compte. » Un silence lourd, puis la réponse glaciale de Le Pen « Très bien. » Dans ce cas, le Rassemblement national s'abstiendra lors du vote de confiance. Ni pour ni contre, cela suffira à vous sauver. Et Macron, avec un ton de soulagement à peine dissimulé, « Merci Marine, c'est exactement l'accord qu'il nous fallait. La République venait d'être marchandée comme une vulgaire pièce d'échec. » Lecornu referma son ordinateur d'un geste sec, comme pour claquer une porte. Une rage sourde brûlante l'envahissait tout entier. La trahison de Macron ne se limitait pas à une simple manipulation. Il avait osé pactiser avec l'extrême droite, vendre l'honneur de son Premier ministre comme une simple monnaie d'échange.
3 mois de fidélité transformés en jetons dans un sordide marchandage. Son regard se figea sur l'horloge accrochée au mur 2 minutes. 2 petites minutes avant de franchir les portes de l'Assemblée nationale. 2 minutes avant de faire vaciller le théâtre politique français. Il saisit son téléphone personnel, ses doigts, courant sur l'écran avec une détermination glaciale. Le même message fut expédié en simultané à toutes les grandes rédactions Le Figaro, Le Monde, Libération, France, Inter, BFM TV, LCI. L'alerte venait d'être déclenchée. Conférence de presse exceptionnelle juste après le vote de confiance. Révélation inédite sur la crise en cours, preuves à l'appui. Le message venait d'être envoyé. Lecornu enfila sa veste d'un geste décidé, redressa sa cravate, comme on ajuste une armure avant la bataille. Puis, son discours en main, ce texte devenu une bombe à retardement, il quitta son bureau. Son pas résonnait dans les couloirs fermes assurés. Son cœur cognait violemment, mais son esprit lui était d'une clarté implacable. Dans quelques minutes, rien ne serait plus comme avant. Dans l'hémicycle, l'air vibrait d'une tension presque insoutenable. Les 577 députés avaient répondu présents, spectacle exceptionnel dans les annales parlementaires. Les tribunes de presse étaient saturées de journalistes, leurs objectifs fixés sur la tribune comme sur une scène où allait se jouer un acte décisif. Dans la galerie présidentielle, Emmanuel Macron, impassible en apparence, semblait savourer son stratagème sûr de son coup. Lecornu gravit lentement les marches de la tribune officielle. Son regard balaya la salle, d'abord Macron, assis en hauteur silhouette, figé dans une fausse sérénité, puis les bancs des députés figés dans l'attente. Enfin, les caméras alignées comme des témoins implacables, prêtes à diffuser au pays entier, et bien au-delà des frontières le moindre de ces mots. « Mesdames, Messieurs les députés de la nation », lança-t-il d'une voix posée mais vibrante, chaque syllabe claquant dans l'air comme un verdict. « Je ne suis pas ici pour plaider la cause d'un exécutif déjà condamné par ses propres trahisons. Non! Je suis ici pour lever le voile sur une machination abjecte, un jeu d'ombre dans lequel nous avons tous été piégés. » Un souffle de stupeur parcourut aussitôt l'hémicycle. Ce qu'il venait d'oser dire n'avait aucune place dans le scénario soigneusement écrit à l'avance. Dans la galerie présidentielle, Macron, soudain crispé, se redressa brutalement. Pour la première fois, son masque médiatique se fissura, laissant apparaître une inquiétude brute, presque paniquée sous les projecteurs des caméras. Il y a à peine 3 heures et 13 minutes, un simple coup de téléphone a pulvérisé toutes mes certitudes sur la vie politique française, déclara-t-il d'une voix implacable. J'ai compris alors que ma nomination à Matignon n'était pas la récompense d'une fidélité exemplaire, mais le fruit d'un plan glacial méticuleusement orchestré. J'ai compris que je n'étais pas choisi pour servir la France, mais destiné à être immolé sur l'autel des ambitions présidentielles. Oui, mesdames et messieurs, le chef de l'État m'a consciemment jeté dans ce rôle de bouc émissaire, sachant très bien que cette tempête éclaterait à ce moment précis. À ces mots, l'hémicycle explosa dans un chaos assourdissant. Les bancs se vidèrent d'un seul mouvement, certains députés hurlant leur colère, d'autres applaudissant à tout rompre, comme s'ils assistaient à un spectacle inoubliable. Dans les tribunes de presse, les journalistes haletants griffonnaient à toute vitesse et braquaient leurs caméras ivres d'adrénaline. Quant à Macron, il pâlit brusquement, le teint cadavérique, tandis que ses conseillers affolés s'agitaient autour de lui comme des marionnettes paniquées. Mais ce n'est là qu'un début, mesdames et messieurs les députés, tonna Lecornu, sa voix tranchant le tumulte comme une lame d'acier. Car figurez-vous que j'ai découvert pas plus tard qu'hier soir un pacte obscur et indigne signé entre le président de la République lui-même et Madame Marine Le Pen. Oui, un marché clandestin qui prévoit que le Rassemblement national s'abstienne aujourd'hui, à condition d'obtenir des contreparties bien précises sur la politique migratoire. Voilà la vérité que l'on vous cache, voilà l'infamie qui se joue dans votre dos. Cette fois, ce fut Marine Le Pen qui blêmit figée dans son fauteuil de député. Ses yeux brûlants de colère se plantèrent dans ceux de Macron. Elle venait de comprendre qu'elle n'était qu'un pion trahi à son tour et que leur pacte clandestin venait d'être éventré en pleine lumière. Voici la preuve, déclara Lecornu, en levant bien haut à pocket une clé USB comme un glaive brandi.
L'intégralité de ces enregistrements sonores sera remise sans délai à la presse nationale et internationale dès la fin de cette séance. Plus personne ne pourra étouffer la vérité. Le peuple français a droit une bonne fois pour toutes à savoir comment ces élites traitent la démocratie comme une simple partie de poker où l'on triche sans vergogne. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, s'acharnait à rétablir le calme en martelant frénétiquement son maillet, mais rien n'y faisait, l'hémicycle s'était transformé en une arène de tumulte, un chaos impossible à contenir. « Monsieur le Président de la République !» lança le cornu en fixant Macron droit dans les yeux depuis la tribune. « Votre trahison est d'une bassesse inouïe. Vous avez piétiné la confiance que je vous avais accordée et bafoué les principes mêmes de la République que nous devions protéger côte à côte. » Sans attendre ni réponse, ni vote, ni applaudissements, le cornu quitta la tribune d'un pas ferme, laissant derrière lui une assemblée médusée. Il avait la certitude que sa carrière politique venait de s'éteindre à jamais, mais au fond de lui, il savait aussi avoir accompli l'unique geste, juste celui qu'exigeait l'honneur. À peine eut-il franchi les couloirs de marbre de l'Assemblée que son téléphone vibra. La voix anonyme, celle qui avait bouleversé son destin, résonna à nouveau. « Toutes mes félicitations, monsieur le cornu. Vous venez de poser l'acte le plus audacieux et le plus digne de toute votre vie publique. » Le cornu d'un ton ferme exigea une dernière fois « Alors qui êtes-vous vraiment ? Je suis l'ombre qui depuis des années veille à préserver l'essence véritable de la démocratie française. Et aujourd'hui, grâce à votre courage, une bataille décisive vient d'être remportée contre la corruption du pouvoir. » « Et maintenant, que va-t-il advenir de tout cela ?» demanda le cornu. « À présent, répondit la voix, vous rentrez chez vous l'esprit en paix, car vous avez protégé ce qui compte, votre honneur et votre dignité. Quant à la France, elle comprendra peut-être enfin qu'elle mérite mieux que des chefs d'État traitant la démocratie comme un simple jeu de jetons. » Le cornu quitta l'Assemblée nationale. Une pluie de flash crépita aussitôt, les photographes l'encerclant, les journalistes hurlant des dizaines de questions. Il ne prononça pas un mot. Mais ce silence accompagné d'un sourire calme et assuré valait bien plus que n'importe quelle déclaration officielle. Le soir même, installé dans son appartement du 7e arrondissement, Sébastien Le Cornu fixait les écrans de télévision. Chaque chaîne diffusait en boucle le scandale qu'il venait de déclencher. Ce n'était plus une simple tempête, mais un ouragan politique qui ébranlait la République jusque dans ses fondations. Macron acculé comme jamais faisait, face à une pression colossale et inédite. Marine Le Pen, de son côté, s'empressait de nier toute proximité avec l'accord secret, tentant de se laver les mains de ce pacte honteux. Quant aux partis d'opposition d'une seule voix, ils exigeaient désormais des élections présidentielles anticipées. L'atmosphère politique n'avait jamais été aussi explosive. Un simple message illumina l'écran de son téléphone. « Papa, je suis tellement fier de toi. Tu as choisi le chemin juste. Tu es redevenu l'homme droit que j'ai toujours admiré. » En lisant ces mots venus de sa fille, le cornu esquissa pour la première fois depuis son arrivée à Matignon un sourire authentique, profond, presque libérateur. Oui, il avait perdu son fauteuil de Premier ministre. Oui, son avenir politique semblait irrémédiablement brisé. Mais en échange, il avait retrouvé quelque chose d'infiniment plus grand. L'intégrité, la dignité et la paix avec sa propre conscience. Et cette voix mystérieuse qui l'avait appelé 3 heures plus tôt avait eu raison. Ce n'était pas seulement son destin qui venait de basculer, c'était celui de toute une nation. Il arrive qu'un pays n'ait pas besoin d'un stratège ou d'un politicien rusé, mais simplement d'un homme prêt à sacrifier son avenir pour que la vérité éclate au grand jour. Ce soir-là, dans les rues de Paris, les foules vibraient « le cornu, celui qui a osé parler. Le cornu, le héros de la République. » Peut-être que les livres d'histoire retiendraient qu'il n'avait été Premier ministre que 3 mois et 15 jours. Mais ce que personne n'oublierait jamais, c'est que le temps de 3 heures fatidiques, Sébastien Le Cornu avait bouleversé le destin politique de la France et rallumé une flamme d'espérance dans le cœur du peuple. Et tout cela n'avait commencé que par un simple coup de téléphone venu d'un inconnu qui croyait encore qu'en politique, l'intégrité et la vérité pouvaient terrasser le cynisme et la manipulation. Cette nuit-là, tandis que Paris résonnait encore des secousses d'une journée historique, Sébastien Le Cornu s'endormit enfin serein pour la première fois depuis son entrée à Matignon.
Il avait choisi la voie de l'honneur, la seule possible. L'appel mystérieux avait déclenché l'étincelle, mais la décision finale, celle qui allait inscrire son nom dans l'histoire de France, c'était bien lui, et lui seul, qui l'avait prise. L'affaire pourtant ne s'achevait pas sur cette nuit historique. 3 jours plus tard, l'Hexagone tout entier semblait en éruption. Les rues des grandes métropoles vibraient au rythme des cortèges. Marseille rugissait, Lyon grondait, Bordeaux s'enflammait. L'île marchait d'un pas décidé. Partout, la colère et l'espoir s'entremêlaient. Sur les écrans, sur les téléphones, un cri numérique s'était imposé comme un étendard. Oh, le cornu héros devenu viral à une vitesse foudroyante. À l'Élysée, Emmanuel Macron arpentait nerveusement son bureau, incapable de rester immobile. Autour de lui, ses conseillers s'agitaient dans un chaos contenu, cherchant vainement à colmater les brèches. Les chiffres des sondages étaient d'une brutalité inédite, moins 18 points en seulement 3 jours. Du jamais vu sous la veuve République. Comment est-ce possible? Rugit Macron en se tournant vers Alexis Kohler, dont le visage marqué semblait avoir pris une décennie en l'espace de 72 heures. Ces enregistrements étaient ultra confidentiels. Il y a forcément une taupe dans notre premier cercle. Kohler livide répondit avec une voix presque éteinte. « Monsieur le Président, nous avons tout vérifié. Pare-feu, protocole, communication interne. Cette fuite n'a pu être orchestrée que par quelqu'un détenant un accès de tout premier rang. Quelqu'un qui connaît nos méthodes dans les moindres détails. » Au même instant, dans un discret appartement du Marais, l'homme à la voix énigmatique suivait les journaux télévisés avec un calme teinté de satisfaction. Son véritable nom, Jean-Claude Marneau, ancien numéro 2 de la DGSE. Il avait été poussé vers une retraite anticipée pour avoir refusé de cautionner des opérations secrètes qu'il jugeait en totale contradiction avec les principes républicains. Cet homme de l'ombre jadis écarté venait de frapper un coup décisif contre le système qu'il considérait gangrené. Depuis 3 longues années, Marneau avait méthodiquement rassemblé des preuves accablantes, corruption, manipulation, petits arrangements sordides au sommet de l'État. Ce que l'on appelait déjà l'affaire Lecornu n'était en réalité que la pointe visible d'un gigantesque iceberg. S'il avait choisi Sébastien Lecornu comme pièce maîtresse de son plan, ce n'était pas par hasard. Il avait minutieusement étudié son profil, un homme droit, loyal, mais pas naïf au point de fermer les yeux. Quelqu'un capable d'entendre la vérité et surtout d'agir quand elle se présentait à lui. Alors que ses pensées se bousculaient, son téléphone vibra. L'écran afficha un nom familier, Catherine Morin, sénatrice, centriste présidente de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements de l'État, et alliée discrète mais essentielle dans cette lutte souterraine. Il faut qu'on se voie tout de suite. C'est une urgence, lâcha Catherine d'une voix tranchante. « Je t'écoute, Kat, » répondit Marneau calmement. « Une demande officielle vient d'arriver. Lecornu veut comparaître devant la commission sous serment. Il affirme avoir encore d'autres vérités explosives à livrer. » Un sourire discret étira les lèvres de Marneau. Oui, Lecornu confirmait tout ce qu'il avait pressenti de lui. « Qu'a-t-il donc l'intention de dévoiler » demanda-t-il. « Des affaires d'armement maquillées, des commissions occultes, sur des ventes internationales, des financements illégaux de campagnes électorales. Jean-Claude, si tout cela se confirme, ce n'est pas un ministre qui tombe, c'est tout l'édifice de l'État qui s'écroule. » Cette nuit-là, le sommeil fuyait Lecornu. Dans le silence de son appartement, il rédigeait chaque phrase, chaque mot de son futur témoignage devant la commission du Sénat. Il savait pertinemment qu'en ouvrant la bouche, il brûlerait définitivement tous les ponts derrière lui. La politique pour lui serait terminée. Mais qu'importait? Ce qui comptait désormais, c'était que la vérité éclate, toute la vérité. Son esprit dériva vers son parcours. Une ascension fulgurante, presque irréelle, député à 32 ans, ministre à 35, Premier ministre à 39. Et voilà qu'à peine quelques mois plus tard, à l'âge où d'autres bâtissent encore leur carrière, il s'apprêtait à dynamiter la sienne en révélant les abysses les plus sombres de la République. Le téléphone de Lecornu se mit à vibrer. Un message s'afficha signé d'un ancien camarade du ministère de la Défense, le général Pierre Langlade. « Sébastien, j'ai vu ton discours à l'Assemblée. Il faut qu'on parle.
J'ai en ma possession des documents explosifs concernant l'affaire des sous-marins australiens, des preuves irréfutables que Macron a menti au Parlement. Lecornu ferma les yeux. Ces mots suffisaient à faire remonter à la surface un passé trouble qu'il avait longtemps tenté d'enfouir. L'affaire des sous-marins. Il revoyait ses réunions confidentielles dans les couloirs feutrés du ministère, ses signatures posées à la hâte sur des contrats opaques, ses commissions discrètement acheminées vers des comptes offshore. À l'époque, il avait des doutes de simples soupçons. Désormais, il comprenait ces soupçons étaient une réalité monstrueuse. Au petit matin suivant, Lecornu se glissa incognito dans un café du 15e table au fond pour voir le général Langlade. L'homme semblait accrant l'œil sans cesse porté vers la porte comme s'il craignait d'être suivi. Sébastien murmura Langlade en sortant précautionneusement une clé USB de sa poche. « Ce que je vais vous montrer peut nous coûter très cher. Après votre geste à l'Assemblée, je suis convaincu que vous n'aurez pas peur d'aller jusqu'au bout. »« Montrez !» répondit Lecornu sans fioriture. Langlade connecta la clé à son ordinateur portable et fit défiler les fichiers. « Voilà les véritables chiffres du contrat avec l'Australie, dit-il en indiquant l'écran. Regardez ces écritures comptables, ici une ligne indiquant 50 millions d'euros de commissions non déclarées. Et maintenant, observez les bénéficiaires listés. » Lecornu sentit son sang se glacer. Sur l'écran, parmi les noms des bénéficiaires figuraient des proches du président, certains même connus pour avoir alimenté sa campagne présidentielle. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « Vous comprenez ce que cela implique ?» Parfaitement, répondit Langlade. « Cela prouve que Macron a utilisé les contrats d'armement comme une caisse noire finançant illégalement son réseau politique. Et vous, en tant qu'ancien ministre de la Défense, vous étiez censé savoir. Mais je n'ai jamais eu connaissance de ces chiffres. Ces documents, je ne les ai jamais vus. Je le sais, Sébastien. Et c'est précisément pour cette raison que vous devez témoigner. Montrer comment ils vous ont tenu à l'écart des vraies décisions tout en préparant à vous faire porter le fardeau devant l'opinion publique. 2 jours plus tard, Sébastien Lecornu se tenait face à la commission sénatoriale, main levée, jurant de dire toute la vérité. Devant lui, une nuée de caméras retransmettait en direct. Dans les foyers, des millions de Français retenaient leur souffle. « Mesdames et messieurs les sénateurs, déclara-t-il d'une voix ferme, ce que je vais exposer aujourd'hui risque de provoquer un séisme dans l'opinion. Mais la République ne peut plus vivre sous le règne des mensonges et de la corruption. » Durant 3 heures d'une précision chirurgicale, il déroula l'architecture de la fraude, contrats maquillés, commissions dissimulées, financement occulte, compte offshore. Chaque accusation était étayée par des pièces documents, enregistrements, témoignages irréfutables. La mécanique de la trahison républicaine se dévoilait au grand jour. Le président de la République lança Lecornu d'une voix tranchante comme une lame à détourner la fonction suprême pour en faire une lessiveuse d'argent sale et un coffre occulte destiné à entretenir son appareil politique. À l'Élysée, Emmanuel Macron fixait l'écran qui diffusait l'audition en direct. Ses conseillers livides entraient et sortaient sans relâche, chaque passage apportant une nouvelle catastrophe. Monsieur le Président balbutia son directeur de cabinet. Le procureur a déjà ouvert une enquête préliminaire et l'opposition vient de déposer officiellement une motion de destitution. Macron détourna son regard vers les jardins. Dehors, les cris montaient jusqu'à ses fenêtres. Macron démission. 3 jours que ses slogans secouaient Paris sans faiblir. Il murmura presque pour lui-même « Comment en est-on arrivé là ?» Son conseiller d'une voix glacée « Vous avez cru que Lecornu resterait un fusible docile, mais cet homme-là a choisi d'exploser. » Ce soir-là, retranché dans son appartement, Lecornu voyait son téléphone vibrer sans répit. Des centaines de messages affluaient. Citoyens anonymes, élus de terrain, magistrats respectés, journalistes influents. Tous saluaient le courage de l'homme qui avait osé briser l'omerta. Mais un seul message fit vaciller son assurance. Celui de sa mère, 78 ans, écriture tremblée, mais mots brûlants. « Mon fils, jamais je n'ai été aussi fier de toi. Tu as préféré l'honneur au pouvoir. C'est exactement ce qu'aurait souhaité ton père. » Pendant ce temps, dans l'ombre, Jean-Claude Marneau observait les journaux télévisés avec un sourire discret. Son stratagème avait dépassé toutes ses attentes.
Lecornu n'avait pas seulement démasqué la manipulation dont il était la cible, il avait surtout ouvert une brèche irréversible dans tout l'édifice corrompu du pouvoir. Il décrocha son téléphone, composa lentement le numéro de Lecornu et parla sans détour. « Le moment est venu. Nous devons nous voir en face. Dites-moi enfin qui vous êtes, » exigea Lecornu. « Je suis celui qui vous a passé ce fameux appel il y a une semaine. Et croyez-moi, notre mission commune est loin d'être terminée. » Le lendemain, dans l'anonymat d'un petit bistrot de Belleville, les deux hommes se retrouvèrent pour la première fois. Marnaud, la soixantaine, chevelure argentée, regard perçant, imposait par sa seule présence une confiance instinctive. « Pourquoi moi » lança Lecornu